Bonjour à toutes et à tous, je suis Lara Dizran et je vous souhaite la bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Société et économie, le podcast qui décrypte les enjeux de l'économie de demain. Pour cet épisode, rien ne change, ou presque. On continue de parler d'économie, mais cette fois-ci, on s'intéresse à une sorte d'économie moins capitaliste, davantage tournée vers l'humain et la solidarité que vers le profit et la performance. Cette économie, c'est l'économie du développement. Par définition, cette économie concerne les pays en développement, comme l'Inde ou les pays d'Afrique. Mais finalement, ces pays concernent la majorité de la population mondiale. Les enjeux de l'économie du développement sont donc majeurs, tout comme l'est la recherche scientifique qui s'y attache. Pour en parler aujourd'hui, la professeure Christelle Dumas est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour Lara. Merci d'être avec nous. Christelle, après avoir conduit votre thèse de doctorat en sciences sociales à Paris en 2005, vous vous dirigez vers Londres, à la London School of Economics, dans laquelle vous enseignez pendant 1 an. Par la suite, vous occupez des postes de maître de conférences en université parisienne, puis de professeur à l'université de Lorraine. Vous êtes professeur ici à l'université de Fribourg depuis 2014, où vous enseignez justement l'économie du développement. À côté de cela, vous êtes éditrice associée de la revue World Development depuis 2020, et vous vous engagez dans un travail de terrain au Sénégal, à Madagascar, en Inde et en Tanzanie. Professeur, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'économie du développement ? Alors, l'économie du développement, c'est l'économie qui concerne des pays dont on considère que leur revenu par habitant est relativement modeste. On a la Banque mondiale qui a fait une catégorisation en 4 niveaux de revenus. Les pays à niveau de revenu faible, moyen faible, moyen élevé, puis les pays dits riches ou industrialisés. Et donc finalement, ce qui nous intéresse en économie du développement, c'est tout ce qui concerne les 3 premières catégories, donc allant de faible à moyen élevé. Et c'est là où ça devient difficile, parce qu'en fait, finalement, c'est ce que vous disiez, ça concerne 80% de la population mondiale. Donc c'est ça l'économie du développement, c'est l'économie de ces pays-là et de cette population-là. Et donc, quels sont les pays principaux concernés par cette économie ? Alors, dans les pays à niveau de revenus dits faibles, on va avoir surtout des pays africains et puis quelques pays d'Asie du Sud comme le Cambodge. Dans mes recherches, moi je m'intéresse donc notamment à ces pays africains, mais aussi à l'Inde qui, elle, est dans la catégorie niveau de revenus moyen faible. Et puis ensuite, il y a aussi des gens qui s'intéressent à des pays comme la Chine ou le Brésil qui, eux, ont atteint des niveaux de revenus qu'on va considérer comme moyen élevés. D'accord. Et dans l'économie du développement, quels sont les domaines d'études ? Alors là aussi, c'est compliqué parce que finalement, tous les champs traditionnels de l'économie vont être couverts. Donc, on va s'intéresser à des questions de commerce, des questions de croissance, économie du travail, santé, inégalité, enfin tout ça. Et en plus, on va aussi avoir des thématiques qui sont propres aux pays en développement, comme la question des institutions, l'effet des institutions traditionnelles ou l'effet de la colonisation, ce genre de choses. Donc, pour finir, en fait, on couvre tous les champs de l'économie sur ces 3 catégories de pays. Donc, en gros, tous les champs de l'économie sur 80% de la population mondiale. Donc, en fait, de mon point de vue, c'est l'essentiel de l'économie qu'on va couvrir avec cette économie du développement. C'est clair que vu comme ça, c'est le cas. Quels sont les intérêts principaux de cette branche ? On sait notamment que l'économie dite traditionnelle vise souvent à comprendre les mécanismes de consommation, le fonctionnement du marché ou encore à améliorer la performance financière. En quoi est-ce que l'économie du développement se différencie de cette économie traditionnelle ? Oui, alors vous avez raison. Il y a quand même toujours cette idée qu'on veut s'intéresser à ce qui favorise le développement ou au contraire ce qui va le limiter, de façon à pouvoir éventuellement agir dessus et favoriser le développement. Et donc du coup, ça demande de définir ce qu'est le développement. Et donc le développement, ce qu'on considère, c'est que c'est d'une part l'augmentation des niveaux de revenus, parce que c'est ça qui va permettre d'améliorer le bien-être dans la population, mais ça va être aussi d'autres choses. Ça va être aussi le fait d'augmenter les possibilités pour les individus, donc le fait de leur donner plus d'éducation, plus de santé, un meilleur accès aux droits fondamentaux. Et donc, pour finir, finalement, toutes les questions auxquelles on va s'intéresser en économie du développement vont se relier à ces objectifs.
Donc, par exemple, quand on dit qu'on veut obtenir de l'augmentation de revenus, il y a différentes façons de le faire. Ça va pouvoir être, par exemple, le fait de changer les modes de production, donc le fait d'augmenter la quantité de machines pour que les gens soient plus productifs et donc qu'ils aient des niveaux de revenus qui sont plus élevés. Ça va être le fait de les changer de secteur, donc sortir du secteur traditionnel agricole pour se diriger vers les autres secteurs, donc les services, l'industrie, etc. Donc ça va faire partie des questions qui sont importantes. Et puis aussi, encore ce que je vous disais, les questions d'accès aux droits fondamentaux. Et donc toutes les questions auxquelles on s'intéresse, elles vont se raccrocher à cette problématique de qu'est-ce qui permet de favoriser le développement. Donc si par exemple on a des recherches sur l'aide au développement, eh bien c'est parce qu'on se demande comment cette aide au développement va pouvoir générer de la croissance ou comment cette aide au développement va permettre de mieux scolariser les enfants, faire qu'ils soient en meilleure santé. Voilà, donc c'est toujours relié à cette grande problématique de développement. Justement, professeur, vous parlez de croissance. Est-ce que l'économie du développement est une économie de croissance ? Alors, comme je viens de le rappeler, donc, le développement, ce n'est pas juste la croissance. On veut en prendre en compte d'autres aspects de ça. Donc, l'économie du développement, ce n'est pas la même chose que l'économie de la croissance. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la croissance, en fait, c'est un outil formidable de réduction de la pauvreté. Donc, ce qu'on sait, c'est que si, par exemple, on a un taux de croissance de 5% dans un pays, eh bien, ça veut dire que le revenu des plus pauvres, en général, va augmenter de 5%. Donc, ça veut dire qu'ils vont sortir plus rapidement de la pauvreté quand il y a de la croissance que quand il n'y en a pas. Alors après, bien sûr, ça, c'est une règle, on va dire, générale, moyenne. Il y a des pays qui font mieux, qui arrivent à réduire la pauvreté sans avoir de fort taux de croissance, et des pays qui vont moins bien, c'est-à-dire qui ont de la croissance et qui, malgré tout, réduisent pas la pauvreté. Mais quand même, en général, on sait que avoir de la croissance, c'est ce qui permet de réduire la pauvreté. Et aujourd'hui, dans notre monde actuel, quelles sont les principales inégalités qu'on peut identifier ? Alors, les inégalités les plus importantes qu'on observe au niveau global, donc au niveau mondial, ça reste des inégalités associées à votre lieu de naissance, donc des inégalités entre pays. D'accord. C'est-à-dire qu'un des plus grands déterminants du bien-être d'un individu, c'est l'endroit où il est né, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement indépendant de sa volonté. Ceci étant, on ne peut pas complètement négliger les inégalités qui existent au sein des pays. Il y a des pays qui ont des très fortes inégalités. Ça sera par exemple le cas en Amérique latine pour des raisons historiques. Il y a d'autres pays pour lesquels il y a des inégalités qui ont explosé dans le processus de croissance. Ça va par exemple être le cas de la Chine. Donc si vous prenez la Chine, la zone de Shanghai, en termes de développement humain, elle est au même niveau que la Grèce. Et à côté de ça, on a des provinces qui sont bien plus reculées, où le développement humain est en fait au niveau du Cambodge, donc au niveau de pays à des niveaux de revenus extrêmement faibles. Donc on a des très fortes inégalités au sein de la Chine. Et bien sûr, là-dessus viennent se surajouter des inégalités en fonction de là où on habite, donc zone rurale versus zone urbaine. Les zones rurales sont toujours plus défavorisées, ou en fonction de l'ethnie à laquelle on appartient, est-ce qu'on est dans une minorité, etc. Donc oui, en fait, les inégalités elles vont avoir de multiples composantes, même si les inégalités entre pays sont les plus importantes, celles qui existent au sein des pays ont un rôle majeur aussi. Donc il y a énormément de dimensions dans tout ça. Justement, comment on peut mesurer à proprement dit le développement d'un pays ? Alors si on s'intéresse à mesurer le développement, on va avoir différentes mesures. Celle qui est le plus utilisée, finalement, c'est tout simplement le revenu par tête, le PIB par tête. C'est ce qui donne lieu à cette classification. Bien entendu, comme ça se concentre sur l'aspect économique, c'est une mesure qui est passablement décriée. Mais je vais y revenir. À côté de ça, on a d'autres mesures qui sont dites holistiques, au sens où elles sont censées prendre en compte d'autres éléments, dans lesquels on va ajouter finalement des composantes d'éducation et de composantes de santé. Okay, on prend ces différents éléments, on agrège ça et on arrive à une mesure qui nous permet d'avoir une idée de à quel point le pays est développé. C'est assez intéressant si on veut avoir une mesure agrégée, mais ce qui est vraiment assez intéressant, c'est finalement le fait que cette mesure de PIB par tête qui est concentrée sur les aspects économiques, elle est finalement assez fortement reliée à notre indicateur de développement humain.
Pourquoi ? Parce que finalement, il faut quand même avoir des ressources financières pour pouvoir financer l'éducation et la santé. Ceci étant, il y a quand même des pays pour lesquels les performances en matière de revenus et les performances en matière de développement humain sont vastement différents. Je vais prendre juste 2 exemples. Vous prenez les pays du Golfe, par exemple, ils sont extrêmement riches, mais en termes de développement humain, ils ne font pas très bien, au sens où, étant donné leur niveau de revenus, ils devraient pouvoir faire beaucoup mieux. Et à l'extrême opposé, Cuba, qui a des niveaux de revenus qui sont extrêmement faibles, mais qui a des bonnes performances en matière d'éducation et de santé. Okay. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, mon point de vue, c'est quand même que de toute façon, se concentrer sur une mesure, c'est pas très intéressant. Parce que, comme on vient de le dire, il y a quand même de multiples dimensions. Et se concentrer sur un aspect, c'est pas très instructif. On a meilleur temps d'analyser un peu plus en détail ce qui se passe dans un pays et quelles sont les dimensions dans lesquelles on peut obtenir des améliorations. Les méthodes de recherche dans l'économie du développement sont justement spécifiques, notamment au niveau de l'effet de causalité ou des sources des données. Professeur, quelles sont ces méthodes et comment est-ce qu'on peut les solliciter dans la recherche ? Alors, il y a eu un énorme changement en économie en termes de méthodes dans les dernières décennies. Et notamment, il y a vraiment eu ce souhait de se rapprocher finalement des sciences un peu plus dures, notamment dans les aspects expérimentaux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ce n'est pas du tout systématique, mais ce qu'on peut faire plutôt, c'est le fait de mettre en place des expériences. Donc si par exemple je vais évaluer une politique, eh bien je vais me dire par exemple une politique de transfert vers des ménages sous conditions qui scolarisent leurs enfants, je peux décider de le mettre en œuvre avec un groupe qui va recevoir le transfert et puis un groupe qui ne va pas recevoir le transfert et sous des modalités expérimentales. D'accord ? Et puis la comparaison des deux me donne l'effet causal de cette politique. Alors ça a donné lieu à un prix Nobel en 2019 qui a été décerné à Banerjee, Duflo et Kremer, qui sont tous les 3 des économistes du développement. Donc c'est vraiment une modification qui a été tirée par l'économie du développement. Donc ça, c'est vraiment sur les aspects expérimentaux. Maintenant, au-delà de cette utilisation des méthodes expérimentales, il y a un vrai souci d'identifier donc, ces effets causaux des politiques. Et parfois, on est en mesure de le faire sans avoir forcément recours à une expérience. Mais c'est intéressant de comprendre aussi quelles sont les limites quand on ne le fait pas. Donc, par exemple, il y a un certain nombre de papiers qui s'intéressent à l'effet de la pollution atmosphérique sur la santé. Sauf que finalement, les gens qui sont exposés à la pollution, c'est peut-être pas n'importe qui. Les gens qui habitent à côté d'une autoroute, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas tellement la possibilité de déménager et de se mettre dans des logements qui sont de meilleure qualité. Et ils sont à côté de ça, certainement exposés à des conditions de vie qui sont de toute façon plus difficiles, des conditions de travail qui sont plus difficiles. En économie, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est justement essayer de prendre ça en compte. Et ça peut être fait, par exemple, en disant on va utiliser des éléments extérieurs qui sont indépendants des individus. Donc ça peut être, par exemple, utiliser les phénomènes d'inversion thermique qui vont piéger la pollution et qui donc, du coup, vont avoir un effet sur les individus indépendamment de qui sont ces individus. Donc c'est ce genre de méthode qu'on va utiliser en économie aujourd'hui pour vraiment identifier des effets. Vous travaillez vous-même notamment sur le lien entre la production d'antibiotiques et la mortalité infantile en Inde. Parlez-nous un petit peu de cette étude. Oui, alors effectivement, en ce moment, on travaille sur ces questions de production d'antibiotiques. C'est absolument important de pouvoir produire des antibiotiques et l'Inde est un des principaux producteurs au niveau mondial en pharmacie, donc en antibiotiques. Mais le problème, c'est qu'il y a en fait pas de régulation sur ce qui est rejeté dans l'environnement. Donc, ce qu'on sait déjà, c'est que ces producteurs d'antibiotiques, ils rejettent des résidus pharmaceutiques. Et ça va venir générer des problèmes de résistance aux antibiotiques. Ce qui est en fait en train de devenir un problème de santé majeur, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 million de morts par an au niveau mondial, dû à de la résistance aux antibiotiques. Et ce million de morts, c'est plus que les morts dues au paludisme et au sida réunis. C'est énorme. C'est énorme et ça va augmenter dans le temps, clairement, dans les prochaines années.
Et donc la question à laquelle on s'intéresse dans cette recherche, c'est finalement, est-ce que cette production antibiotique va venir polluer l'environnement et donc induire de la mortalité infantile en Inde. Et parce qu'ensuite, les enfants sont infectés par des bactéries contre lesquelles ils n'ont pas de traitement et du coup, ça conduit à la mortalité excessive. Pour cette question, on va mettre ensemble des données qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres au départ, il faut être honnête, mais ça va nous permettre de montrer que les populations qui sont en aval des producteurs, eh bien, elles ont cette mortalité supplémentaire et puis on estime qu'il y a approximativement 20 000 enfants qui décèdent dans leur première année de vie par an en Inde du fait de la production d'antibiotiques. Alors j'ai quand même l'impression avec ce que vous nous expliquez que l'économie du développement est étroitement liée aux questions écologiques. Dans quelle mesure, à vos yeux, ces deux disciplines sont connectées ? Alors, je suis d'accord avec vous. Ce sont des disciplines qui sont très reliées, mais je pense que c'est vrai aussi pour les pays à haut niveau de revenus, quand même. Parce que l'économie, de toute façon, c'est la science qui s'intéresse à l'allocation des ressources rares. Et puis, comme on l'a vu dans les tout derniers mois, il va y avoir un certain nombre de ces ressources qui vont être de plus en plus rares. Donc là, on a beaucoup parlé de l'énergie. On va avoir la question de la rareté de certains minerais pour les productions, évidemment, qui vont devenir très, très saillantes dans les termes de négociation entre les pays. Et puis, bien sûr, à moyen et long terme, la question de l'eau, qui va devenir, avec le réchauffement climatique, une ressource rare. Donc ça va aussi être très pertinent pour les pays riches. Ceci étant, là où je vous rejoins, c'est les pays du Sud vont être impactés beaucoup plus fortement par le réchauffement climatique et les crises écologiques qui vont y être associées. Et donc, il y a un sous-champ de l'économie du développement qui s'intéresse à l'environnement. Donc j'ai des collègues qui s'intéressent justement à l'effet du réchauffement climatique sur les stratégies de migration. Un autre collègue qui s'intéresse à l'effet des pollutions associées à l'extraction de pétrole sur la mortalité infantile. Enfin, il y a plein des questions évidemment qui ont une forte synergie entre environnement et développement, bien sûr. On l'a mentionné, les sources de données sont variées dans la recherche de l'économie du développement. Aujourd'hui, il y a énormément de données qui sont accessibles de par notre activité numérique ou même à travers l'open data. Dans quelle mesure la data est une source pertinente dans vos recherches ? Alors, c'est le nerf de guerre. Les données, c'est vraiment un point essentiel dans mes recherches, mais pas seulement les miennes, évidemment. Alors, ce que je trouve fascinant, c'est effectivement, c'est beaucoup amélioré l'accès aux données pour plein de raisons différentes. D'abord, les compétences dans les pays en développement se sont développées. On a de plus en plus d'enquêtes d'excellente qualité qui sont disponibles sur un grand nombre de pays. Donc, par exemple, il y a des données sur fécondité et santé qui sont collectées de façon régulière dans 90 pays différents. Donc, ça permet de s'intéresser à ces questions de démographie et de santé dans des environnements très différents, ça permet de faire beaucoup de choses, ça c'est vraiment fascinant. Deuxième chose, c'est que ces données, comme vous le disiez, sont devenues beaucoup plus accessibles. Les grands bailleurs de fonds, maintenant, quand ils payent pour des enquêtes, ils exigent que ces enquêtes soient rendues disponibles aux autres chercheurs. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est beaucoup plus rentabilisé. Et puis ensuite, ce qui est assez souvent ignoré, c'est que dans les pays en développement, les questionnaires qu'on fait passer pour ces enquêtes, ils sont extrêmement complets. Beaucoup plus complets que les questionnaires qu'on fait passer dans les pays riches, probablement parce que les gens sont un peu plus prêts à passer du temps à donner des réponses sur tout un tas de choses. Donc on a vraiment accès à des données très variées, très complètes. Ça, c'est vraiment sur les questionnaires qui ont pour objet d'être, on va dire, représentatifs d'une population et donc très complets. Mais à côté de ça, on est aussi en mesure d'utiliser des données de différentes natures. Donc par exemple, sur les recherches qu'on fait en Inde, ce qu'on a fait pour pouvoir identifier les producteurs d'antibiotiques, c'est simplement scraper un site de vente en ligne. On a identifié tous les producteurs d'antibiotiques et on les a géolocalisés.
Ce qui n'était certainement pas possible de faire il y a même 10 ans finalement. C'est dingue. Hein, donc ça, c'est un exemple. Hein. Et puis ensuite, pour être capable d'identifier quelles sont les populations qui sont en aval, on a utilisé des sortes de cartes en fait, hydrographiques qui sont utilisées par les géographes, qui représentent la façon dont l'eau coule, donc les bassins sont organisés au niveau de l'Inde. Donc c'est souvent mettre ensemble des données de nature très différentes et c'est ça qui va réussir à nous donner de l'information. Je me demande quand même si ces données sont 100% valides et si on peut vraiment se reposer sur des données pour étudier des phénomènes de terrain. À vous de me le dire. Alors non, les données ne sont pas 100% valides, je peux vous le dire. J'imagine. Non, c'est une question intéressante. Je pense qu'il faut effectivement systématiquement se poser cette question-là. Il y a certains sujets sur lesquels on s'attend à avoir des difficultés. Donc, par exemple, un des champs qui est assez prolifique en économie du développement, c'est toute la question du women empowerment, donc des droits des femmes. Et donc, une des sous-questions, c'est la question de la violence domestique. Et donc, par exemple, dans les enquêtes de démographie de santé dont je parlais précédemment, il y a des questions sur les violences faites aux femmes. Et là, typiquement, c'est une question sur laquelle on ne sait jamais exactement quelle est l'information qu'on récupère, parce que c'est extrêmement difficile de croire que les femmes vont directement dire à un enquêteur qu'elles ne connaissent pas, ou même peut-être à une enquêtrice, oui, je me fais battre par mon mari. Donc ça, c'est clairement un sujet où on s'attend à avoir des difficultés, mais en fait, on est en train aussi de développer des méthodes issues de méthodes de sociologues et qui permettent d'identifier de façon indirecte si la femme subit des violences. Donc on a quand même des solutions pour ça. Et puis ça va être quelque chose qui va être aussi amené à être approfondi. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, les difficultés, elles viennent parfois de sujets auxquels on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit si compliqué. Notamment, il faut que les individus se souviennent. Donc, on leur pose tout un tas de questions et il faut qu'ils sachent eux-mêmes répondre aux questions. Ça paraît bête, mais parfois, vous allez voir, c'est loin d'être si évident. Donc, je me souviens, une fois, j'ai fait du terrain en Inde. On allait dans les ménages, on posait tout un tas de questions et puis en général, on commence par demander quelle est la structure de ménage, donc quels sont les enfants qui sont là, l'âge des enfants, etc. Et puis là, on était en train de discuter, il y avait 3 femmes qui étaient là, il y en avait une qui avait un bébé au sein. Donc on demande l'âge du bébé, qui était vraiment petit, et puis il y en a une qui dit 1 mois, et puis l'autre qui dit non, c'était il y a 3 mois. On se dit mince, mais comment c'est possible qu'ils ne se souviennent pas si c'est il y a 1 mois ou si c'est il y a 3 mois. Et ça change toutes les données. Et ça change toutes les données, évidemment, parce qu'ensuite, là en l'occurrence, c'était des questionnaires qualitatifs, c'était pas très grave si on savait pas que c'était 1 mois ou 3 mois. Mais par exemple, dans les données de santé, ils vont mesurer l'enfant, ils vont le peser, et sur cette base-là, on a des informations sur est-ce que l'enfant il est bien nourri, mais à condition d'être capable de le rapporter à son âge réel. Ouais. Donc ça, c'est difficile. On attend beaucoup des individus en termes de capacité à donner l'information correcte, sachant que bien souvent, ce sont des populations qui sont illettrées, donc n'ont pas forcément tous les outils, on va dire, pour évaluer ces choses-là, avoir des données numériques. Là où c'est rassurant, mon expérience, c'est que, par exemple, quand j'étais en thèse, j'avais fait une enquête au Sénégal. On avait collecté des données sur 1800 ménages. En pratique, moi, j'ai passé un temps infini à nettoyer ces données, à rechercher la bonne information, etc. Mais à la fin, ça ne changeait rien sur les résultats. Ça ne changeait rien parce qu'on a beaucoup de données et qu'il y a quand même beaucoup d'informations et que s'il y a un petit peu d'erreur de mesure, ce n'est pas dramatique. Ça, c'est le côté un peu rassurant quand même. C'est rassurant aussi pour les étudiants et les étudiantes qui nous écoutent, je pense. Professeur, si on regarde un petit peu vers l'avenir, quels sont les principaux challenges auxquels vont faire face les pays en développement dans les années à venir ? Alors, il y a beaucoup de challenges. Certains ne sont pas nouveaux. Certains, ils s'inscrivent dans une durée longue. Je pense par exemple au fait que
On a eu dans les dernières décennies beaucoup d'intégration commerciale, donc ça veut dire que ces pays-là, quand ils cherchent à se développer, à trouver des sources de croissance, ils doivent s'intégrer dans un jeu international qui est extrêmement compétitif, extrêmement concurrentiel. Alors pour certains pays, ça a été très profitable, par exemple la Chine, c'est un excellent exemple, beaucoup de croissance qui a été tirée du fait que ils ont pu trouver leur spécialisation dans le commerce international. Mais ce n'est pas pour ça que ça donne un modèle qui est facilement reproductible pour d'autres pays, notamment des pays africains qui peinent un peu à trouver leur avantage comparatif en termes de sur quels biens ils devraient se spécialiser pour la production. Donc ça, c'est vraiment des problématiques de long terme et ces problématiques, elles vont perdurer. À côté de ça, on a bien sûr des nouvelles problématiques. Et là, je pense clairement au réchauffement climatique qui, comme je le disais, va impacter de façon plus forte les pays du Sud. Le prix de l'énergie, il est voué à augmenter, donc ça va aussi les impacter plus fortement parce qu'ils sont plus éloignés des pôles économiques, donc ça va être un problème. Et puis les crises écologiques qui vont venir avec, ça va être notamment la question de l'accès à l'eau. On a déjà des pays qui ont fait le choix de privatiser l'accès à l'eau, ce qui va être dramatique pour les populations les plus pauvres qui ont déjà énormément de difficultés à avoir un accès stable à l'eau. Pour l'instant, ça reste extrêmement coûteux d'avoir accès à l'eau. Donc ça va s'aggraver. Et ça, on sait que ça a des conséquences gravissimes en termes de mortalité infantile, par exemple. Donc les améliorations qu'on a obtenues dans les dernières décennies en termes de mortalité infantile, ce n'est pas tellement certain qu'on va réussir à les faire perdurer. Et quel est le rôle des pays dits développés comme la Suisse dans le développement des pays pauvres? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement en tant que pays développé? Alors c'est une bonne question ça, parce qu'effectivement, la première chose à laquelle on pense quand on parle du soutien des pays riches vers les pays du Sud, c'est ce qu'on appelle l'aide publique au développement qui va permettre de fournir un soutien financier et donc des ressources supplémentaires pour ces pays qui globalement en manquent, ce qui va permettre de financer des investissements en termes d'éducation, de santé, mais aussi peut-être de machines et donc d'augmenter la productivité. Donc ça, c'est clair. Après, il y a aussi tout un tas de politiques qu'on met en œuvre dans nos pays industrialisés sans avoir forcément la perception qu'elles vont directement impacter les pays du Sud. Je vais prendre quelques exemples. Premier exemple, qui est peut-être le plus évident, c'est la question de la politique migratoire. Quand on accueille des migrants dans nos pays, ces migrants, la plupart du temps, ils renvoient de l'argent dans leur pays. Et cet argent-là, il va être très bien utilisé par leur ménage d'origine. Il va être utilisé pour faire justement exactement ce qu'on veut que l'aide publique au développement fasse, c'est-à-dire faire des investissements, payer pour la santé des individus, payer pour l'éducation, etc. Donc ça, c'est déjà une politique qui est favorable au développement et c'est assez bien démontré scientifiquement. Ensuite, il y a d'autres problématiques dans lesquelles on a peut-être moins conscience du fait que ça impacte directement ou indirectement les pays pauvres. Donc, par exemple, nos politiques de subvention agricole, elles ont pour objet de garantir qu'il y ait encore de la production agricole qui soit effectuée de façon locale et donc de ce point de vue-là, c'est légitime. Mais il faut bien voir que quand on subventionne nos agriculteurs ici, en fait, ça revient à baisser artificiellement les prix de production de ces biens-là. Or, les pays du Sud, la plupart du temps, ils sont justement spécialisés sur la production de la nourriture parce que comme ils n'ont pas beaucoup d'équipements en termes de machines, c'est une des activités sur lesquelles ils peuvent légitimement se spécialiser. Mais donc du coup, en fait, nos subventions viennent faire concurrence à leur rentabilité. Donc tout ce qu'on subventionne chez nous, ça a des conséquences en termes de perte de revenus dans les pays du Sud. Donc ça, c'est un autre exemple où on ne le pense pas forcément comme ça, mais ça a clairement des impacts.
Et puis un dernier exemple, c'est aussi la question de la transparence financière. Parce qu'un des problèmes auxquels sont confrontés les pays du Sud, c'est bien sûr les problèmes de corruption, de démocratie, on va dire pas très bien établis. Si les dirigeants dans ces pays un petit peu autocratiques sont en mesure de faire sortir l'argent qu'ils récupèrent de la corruption, de l'extraction de ressources dans leur propre pays et l'envoyer dans des paradis fiscaux, eh bien, forcément, c'est complètement contraire, enfin, ça joue contre le développement de ce pays-là. Alors qu'aussi, il y a de la transparence financière, ils sont moins en mesure de le faire, et donc ça va limiter cette possibilité d'extraction. On gardera tout ça en tête. Professeur, pour terminer, qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger vers ce domaine, vers l'économie du développement? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre au monde, à vos étudiants et à vos étudiantes? C'est un peu difficile pour moi de dire exactement pourquoi j'ai choisi ce champ-là. Pour moi, ça m'a paru une évidence quand j'ai su que ça existait. C'était ça que je voulais faire. J'avais un ami doctorant qui disait qu'on ne choisissait pas notre sujet de thèse, que c'était le sujet de thèse qui nous choisissait. Mais bon, maintenant, si je dois rationaliser, je trouve qu'il y a quand même plein de raisons de s'intéresser à ce champ-là, hein. Évidemment, cette branche de l'économie, c'est la branche qui va étudier la pauvreté, qui va chercher à comprendre comment vivent les 700 millions de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette pauvreté? Enfin, pour moi, c'est ce qui compte vraiment, finalement. Donc, de ce point de vue-là, oui, je l'ai choisi. Après, ce que j'aime beaucoup dans ce champ, c'est que finalement, on a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions parce que c'est un champ qui est prolifique, il y a des études sur plein de choses, mais finalement, quand il y a une étude qui va montrer quel est l'impact de tel transfert dans les ménages sur la façon dont ils cultivent ou quoi, c'est pas parce qu'on a trouvé tel résultat au Brésil que la même politique va avoir les mêmes conséquences en Indonésie. Donc en fait, on accumule des informations, mais on n'est jamais complètement sûr de savoir ce qui va se passer quand on va être dans tel environnement. Et moi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu enquête policière quand on s'intéresse aux pays en développement, parce que forcément, on est dans un environnement qui est mal connu de nous. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui sont quand même fondamentalement différentes et qu'il faut qu'on cherche à les comprendre, qu'on cherche à comprendre comment elles fonctionnent pour être capable de dire quelque chose sur ce qui pourrait améliorer. Et c'est là où à chaque fois on est un peu mis en insécurité, quoi. Et ouais, de ce point de vue-là, c'est satisfaisant. Moi, je dis toujours à mes étudiants quand on commence le cours, je vous préviens, vous ressortirez avec plus de questions que de réponses. Donc voilà, moi je trouve ça assez fascinant de ce point de vue-là. Merci infiniment, professeur, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci aussi à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour ce 8e épisode. Et c'est avec une certaine émotion que toute l'équipe de production et moi-même vous disons au revoir aujourd'hui. Merci à Christina Pide, Thierry Madiès, Benoît, Jonas, Steph et toute l'équipe d'avoir permis à ce projet de voir le jour. On espère vraiment que ces épisodes auront su vous divertir et vous intéresser. Personnellement, j'ai appris énormément de choses sur ce vaste domaine qu'est l'économie grâce à nos experts et nos expertes que je remercie encore chaleureusement d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ne cessez jamais d'apprendre et surtout, prenez bien soin de vous comme d'habitude. Au revoir.